8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Bruno Tertrais. Bonjour. Bonjour. Auteur de La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. C'est aux éditions de l'Observatoire. On le voit à l'antenne. On va parler avec vous d'abord de cette frappe à Gaza sur un hôpital. Au moins 200 morts d'après le Hamas, qui accuse Israël. De son côté, Israël accuse le djihad islamique en disant que c'est une roquette qui aurait pu tomber sur l'hôpital alors qu'elle visait le territoire israélien. On voit beaucoup de réactions dans le monde arabe. Le monde arabe peut-il, de votre point de vue, s'embraser sur cet événement? Le monde arabe réagit extrêmement vivement, émotionnellement, c'est compréhensible d'ailleurs, à tout événement de ce type. C'est vrai que là, on est à un point de combustion assez élevé. Il y a des menaces contre les ambassades. Je ne sais pas si les analyses qui sont en train d'être faites sur l'origine exacte de cette épouvantable tragédie vont pouvoir influencer ce qui est de toute façon une sorte de mouvement de foule incontrôlable. On parle souvent de la rue arabe de manière un peu légère, mais c'est vrai que quand il y a un épisode de ce type, on est dans une situation qui devient problématique, y compris pour les dirigeants de ces pays. Vous voyez, quand le roi Abdallah de Jordanie dit non seulement j'annule ma rencontre avec Biden, mais je ne veux pas un seul réfugié palestinien chez moi, c'est aussi parce qu'il craint pour la stabilité et la tranquillité, entre guillemets, de son pays. Vous notiez il y a quelques jours chez nos confrères du Point que de votre point de vue, il est certes inconcevable d'imaginer un geste concret public de l'Arabie Saoudite, par exemple, envers une normalisation avec Israël en ce moment, maintenant, parce qu'il y a un contexte. Mais vous disiez aussi que de votre point de vue, la tendance lourde à cette normalisation demeure. Est-ce que cette tendance à la normalisation, elle peut résister à des événements comme celui d'hier soir? Oui, tant qu'il ne s'agit pas d'une frappe délibérée des Israéliens. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je disais à l'un de vos confrères en entrant que nous sommes en 2023. Il y a une capacité d'analystes et de journalistes à vérifier ce type d'informations, à apporter leurs propres conclusions indépendantes sur ce qui s'est passé exactement, notamment à partir de l'analyse des très nombreuses vidéos qui commencent à arriver, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc on va pouvoir, avec un degré de certitude assez raisonnable, dire dans quelques heures, voilà, il semble vraiment que ce soit telle hypothèse ou telle hypothèse. Je précise d'ailleurs qu'à l'heure où nous parlons, l'hypothèse de la roquette lancée par le djihad islamique palestinien semble la plus probable. Alors, je reviens sur la question Israël-Arabie Saoudite. Évidemment, le rapprochement est mis sur pause. C'est une évidence. L'Arabie Saoudite ne peut pas se permettre publiquement aujourd'hui de dire qu'elle envisage d'établir des relations diplomatiques avec Israël. C'est impossible. Je pense toutefois que la tendance lourde, c'est que les deux pays y ont intérêt, ils ont des intérêts communs, que l'Arabie Saoudite reprendra le moment venu, certainement pas dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, plutôt dans quelques mois, cette reprise de contact avec Israël qui pourrait avoir comme objectif l'établissement de relations diplomatiques et donc la reconnaissance par l'Arabie Saoudite d'Israël. Nous n'y sommes absolument pas. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Alors, Joe Biden, le président américain, est en chemin pour Israël. Il doit arriver dans quelques minutes maintenant. Il devait participer à une rencontre avec les dirigeants jordaniens, palestiniens, égyptiens. La rencontre à Amman en Jordanie a été annulée. D'ailleurs, l'étape à Amman en Jordanie elle-même. Est-ce que la visite de Joe Biden a radicalement, de votre point de vue, changé de nature, de par les événements d'hier soir? Elle a changé de contexte, clairement. Mais les objectifs de Joe Biden restent les mêmes. D'abord, il faut quand même saluer un certain courage physique d'un président de plus de 80 ans qui se déplace à Kiev sous les missiles russes, qui se déplace en Israël sous les roquettes du Hamas et du djihad islamique palestinien. C'est quand même notable. Tous les présidents américains ne l'auraient pas fait. Et le contexte, vous avez raison, on a vu la délégation du chancelier allemand Olaf Scholz courir sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv parce qu'il y avait une alerte aux roquettes. Il y a effectivement malgré tout un risque, même à Tel Aviv. Il y a un risque physique, et surtout à Tel Aviv, plus qu'à Jérusalem, parce que en général, le Hamas et le djihad islamique ne visent pas Jérusalem par crainte de tirer sur des lieux saints, alors que c'est le siège du gouvernement israélien. Alors, cette visite, elle conserve les mêmes buts. Rassurer Israël sur la présence américaine, appuyée d'ailleurs par deux porte-avions, enfin deux groupes aéronavals qui sont en Méditerranée orientale. Et par ailleurs, bien sûr, c'est le tout premier objectif, essayer d'apporter une solution au problème humanitaire, à savoir l'évacuation au moins temporaire, l'éloignement au moins temporaire d'une grande partie de la population civile
et leur approvisionnement en denrées essentielles, de l'eau et de la nourriture, tout simplement. Mais vous croyez que cette visite peut encore être un succès, malgré ce contexte de tension renforcée, malgré l'attitude des pays arabes qui, et on peut le comprendre effectivement, sont dans une position de distance. Il y a moins de bienveillance ou de tentation. Et je dirais que de toute façon, si elle a lieu, c'est déjà une forme de succès du point de vue israélien. Après, nous ne saurons pas forcément tout de suite si le fait que Joe Biden se déplace lui-même après Anthony Blinken, son secrétaire d'État, dans la région, aura eu un impact précis. Mais encore une fois, les symboles, ça compte énormément en diplomatie, surtout lorsque les esprits sont, pour des raisons bien légitimes, très, très échauffés dans la région. Le simple fait qu'il soit sur place est déjà un événement. Est-ce que vous faites le lien entre la visite de Joe Biden et la temporisation israélienne sur l'opération terrestre dans la bande de Gaza? Ça fait plusieurs jours qu'elle est annoncée, elle n'a pas eu lieu, elle ne semble pas être imminente. Je ne sais pas par qui elle est annoncée, mais en tout cas, les Israéliens n'ont pas annoncé une offensive terrestre imminente. J'allais dire que c'est plutôt le reste du monde, vous, nous, qui estimons qu'il y a une forte probabilité qu'elle se masser à proximité de la bande de Gaza. C'est vrai, mais elles peuvent rester plusieurs semaines sur place. Il y a plusieurs éléments. Alors, la seule certitude que j'ai, c'est que l'offensive terrestre ne commencera pas, si elle doit commencer, pendant la visite de Joe Biden. Ça, c'est à peu près certain. Maintenant, l'offensive terrestre, oui, elle est probable, mais les paramètres que doit prendre en compte l'armée israélienne sont de multiples natures. D'abord, le renseignement. Est-ce qu'on a assez de renseignements sur ce qui se passe dans et sous Gaza City pour y aller? Est-ce que nous avons suffisamment d'informations sur la possible présence des otages pour ne pas prendre de risques excessifs au regard du bénéfice militaire de l'opération? Est-ce que nous avons aussi le bon équilibre entre les forces qui vont rentrer au nord de Gaza et qui doivent, pardonnez-moi l'expression, garder la maison au nord du pays, puisqu'on l'a vu encore hier soir, la menace du Hezbollah, si elle n'est pas forcément majeure et massive et imminente, reste un souci parfaitement légitime pour l'armée israélienne. Et pendant ce temps-là, bien sûr, on a aussi des événements qui peuvent se dérouler, qui ne concernent moins l'armée, mais davantage les services de sécurité et la police, en Cisjordanie, où il y a eu des heurts très importants hier à Ramallah notamment. Restons sur ce que vous disiez sur le Hezbollah, parce qu'on parlait tout à l'heure de la réaction des pays arabes, en réalité on parlait des sunnites, dans ce qu'on disait tout à l'heure. Le Hezbollah est dans une position assez particulière, il appelle aujourd'hui à un jour de colère, en réponse à ce qui s'est passé hier sur l'hôpital de Gaza. Qui peut écouter cet appel? Qui aujourd'hui est susceptible d'engager la colère à l'appel du Hezbollah chiite libanais? J'ai envie de vous dire que ceux qui sont susceptibles de frapper des intérêts israéliens ou des juifs, israéliens ou non d'ailleurs, n'ont pas forcément besoin des encouragements publics du Hezbollah et du décret du jour de colère pour agir. Donc est-ce que ça a un impact direct, immédiat et certain sur les populations de la région? Non, pas forcément. Et on voit d'ailleurs qu'elles n'ont pas attendu les appels du Hezbollah. Pas plus d'ailleurs que les enquêtes en cours sur ce qui s'est passé hier soir à Gaza à propos de l'hôpital pour manifester. Donc je crois qu'on est dans le geste symbolique. Évidemment, les symboles peuvent peser lourd et peuvent avoir des conséquences, mais on est davantage dans une sorte de déclaration obligée que le Hezbollah se sent obligé de faire pour maintenir sa voix, pour faire entendre sa voix dans cette cacophonie, dans cette triste cacophonie diplomatique et politique. Vous ne voyez pas, vous, de raison de s'inquiéter démesurément de ce que peut faire le Hezbollah ou derrière l'Iran? On a encore en tête cette déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien en début de semaine qui disait « une guerre sur plusieurs fronts contre Israël » est de plus en plus probable. Et les milices, donc on entend le Hezbollah soutenu par l'Iran, pourraient prendre des mesures préventives. Alors, d'abord, si j'étais israélien, je craindrais, parce que c'est normal, parce qu'il y a eu plusieurs guerres, plusieurs offensives depuis le Nord dans les 30 dernières années, je craindrais, et je prendrais toutes les mesures pour éviter une attaque du Hezbollah. Par principe. Par principe, c'est tout à fait normal. Je rappelle qu'il y a peut-être entre 15 et 20 000 roquettes au nord d'Israël, au sud Liban, en possession du Hezbollah. La question de savoir s'il peut, pardonnez-moi l'expression, rentrer dans la danse aujourd'hui de manière massive est une question qui, à mon avis, est posée justement à la fois à Beyrouth et à Téhéran. On est tenté de dire l'Iran n'a pas forcément intérêt
à jeter de l'huile sur le feu maintenant, car malheureusement, les événements se déroulent d'une manière qui favorise son narratif, son récit, en faveur d'une concentration de l'attention sur les méfaits réels ou supposés d'Israël, et que finalement, il n'aura qu'à tirer les marrons du feu ensuite. Bon, ça c'est une première manière de voir les choses. Une autre manière de voir les choses consiste à dire, attendez, il faudrait peut-être qu'on cesse de penser que nous connaissons les intérêts de ces pays-là mieux qu'ils les jugent eux-mêmes. Rappelez-vous, à propos de l'Ukraine, rappelez-vous, entre septembre 2021 et février 2022, le nombre de gens qui vous disaient, ce n'est pas mon cas, évidemment, la Russie ne va pas envahir l'Ukraine parce que ce n'est pas de son intérêt. Il faudrait peut-être qu'on se pose des questions à propos de nos certitudes sur la définition de ces intérêts. Je ne sais pas si l'Iran finira par se dire que c'est dans son intérêt, entre guillemets, de pousser le Hezbollah à une attaque de grande ampleur qui ferait rentrer, là encore, le conflit dans une autre dimension, encore plus horrible d'ailleurs pour tout le monde, comme si le cortège d'horreur n'était pas suffisant. Pour l'instant, je suis plutôt enclin à penser que l'Iran restera spectateur, ce qui n'empêche pas que l'Iran puisse diriger des attaques ponctuelles ou encourager des attaques ponctuelles. Vous savez, l'Iran a toujours été dans la région le pays qui s'engage directement le moins, mais qui aime bien, mais un observateur disait cela il y a quelques années, c'est assez juste, finalement les Iraniens ils sont très forts pour que les Arabes aillent se faire tuer en leur nom. Oui, en agitant et en tirant des ficelles à distance sans forcément le faire directement même. Je voudrais d'ailleurs à cet égard qu'on évoque le cas du Qatar. Le Qatar, je rappelle, héberge l'un des responsables du Hamas, Ismaël Haniyeh. Le Qatar a donné de l'argent au Hamas à Gaza, même si ça a visiblement cessé dans une perspective de rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Il se trouve que les États-Unis le savaient, Israël le savait, ce sont des informations qui sont publiques, c'est un mystère pour personne. Comment comprendre cet état de fait? Y a-t-il une forme, je ne sais pas quel est le terme, d'ambiguïté américaine, d'ambiguïté israélienne, de double jeu, de réel politique? Quelle est, votre analyse de cette attitude par rapport au Qatar? Vous pourriez peut-être dire d'ambiguïté française aussi, puisque après tout, nous avons de très bonnes relations avec le Qatar. Ce n'est pas le chemin que je prendrais. En fait, bien sûr, il y a cette famille issue des frères musulmans qui concerne la Turquie de M. Erdogan, le Qatar et le Hamas dans ses origines politiques et spirituelles profondes. Cependant, je ne parlerai pas de duplicité. Tout le monde a intérêt à ce que la bande de Gaza soit gouvernée par quelqu'un ou quelque chose. Y compris si c'est le Hamas. Alors, la logique israélienne a toujours été de dire il vaut mieux le Hamas que rien du tout. Le Hamas, au moins, nous avons un interlocuteur. Il y a parfois eu une forte dose de cynisme dans l'attitude de certains dirigeants israéliens, notamment celle de M. Netanyahou, qui semble avoir considéré qu'il valait mieux que le Hamas puisse faire concurrence au Fatah et à l'autorité palestinienne plutôt que d'avoir un système démocratique et stable. Pour affaiblir les Palestiniens en réalité. Oui, ou en tout cas pour les diviser. Voilà. Mais je ne parlerai pas de duplicité, je parlerai plutôt d'une sorte de réelle politique très froide qui consiste à dire il est dans notre intérêt que le Qatar continue à financer le Hamas pour que le Hamas puisse gouverner le territoire de Gaza, parce que sinon, ça sera encore pire. Le problème, c'est que personne n'a aucun contrôle sur la manière dont les fonds qui viennent du Qatar sont utilisés par le Hamas. Quand on dit il y a des problèmes d'eau à Gaza, vous savez, une des raisons pour lesquelles il y a des problèmes d'eau, c'est que les conduites d'eau sont découpées et utilisées par les brigades qui constituent la fameuse branche militaire, même si la politique et le militaire se confondent, du Hamas, pour fabriquer des roquettes artisanales. C'est un exemple, c'est une anecdote. Mais en tout cas, ça montre bien que le vrai problème n'est pas tant l'existence de financement du Qatar vers Gaza que la manière dont cet argent est utilisé par le Hamas. Je voudrais que vous nous aidiez à comprendre aussi des propos du président français Emmanuel Macron, qui a été interrogé à propos d'une vidéo d'otage qui a été publiée par le Hamas et que nous avons fait le choix de ne pas relayer. Mais il disait tout de même, nous avons des contacts par plusieurs puissances amies intermédiaires avec le Hamas pour obtenir la libération de nos otages et de tous les otages. De qui peut-il s'agir? Est-ce qu'on est sur le Qatar? Est-ce qu'on est sur l'Iran? Est-ce qu'on est sur la Turquie? Qui peut être cet intermédiaire suffisamment respectable pour qu'il nous serve à obtenir une libération? Je ne le sais pas. Si je le savais, ça serait anormal. Vous savez, la diplomatie, elle se joue souvent dans les coulisses et dans l'ombre. Et je vois que certains
prétendent que la France est absente de la gestion du conflit. Moi, je vois une diplomatie française extrêmement active, mais souvent très discrète. Et dans les affaires d'otages, c'est tant mieux. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas trop rendre public, c'est la manière dont on gère les contacts pour essayer de négocier une libération d'otages. Ces contacts, ça peut être le Qatar, la Turquie ou d'autres intermédiaires. Mais en tout cas, tout ceci se fait dans l'ombre et c'est très bien. Il y a également la crainte, et peut-être même la réalité, que le conflit s'importe en Europe. La France a été touchée par un attentat vendredi à Arras, la Belgique en début de semaine. Est-ce que de votre point de vue, cette idée d'une importation du conflit en Europe fait partie du fantasme ou c'est une réalité? Elle me semble moins prégnante en France qu'elle ne l'est dans d'autres pays. Je m'explique. D'abord, les manifestations soi-disant pro-palestiniennes, souvent en fait pro-Hamas, en France, ont été moins violentes verbalement et souvent physiquement qu'elles n'ont été dans d'autres pays. Après tout, ce n'est pas en France qu'on a crié « gazer les Juifs ». C'est en Australie. Après tout, ce n'est pas en France qu'il y a eu des manifestations de soutien à l'action armée, entre guillemets, du Hamas. Et même si on a toujours des phénomènes temporaires et relativement limités, mais en France, le phénomène est relativement contenu, peut-être par culture, mais aussi parce qu'on a un arsenal législatif qui nous permet d'être beaucoup plus fort en termes d'interdiction ou de répression des manifestations. Je ne crois pas que ce qui se soit passé à Arras ou ce qui se soit passé à Bruxelles ait besoin de la tempête moyen-orientale pour exister. Voilà, c'est tout simple, c'est aussi simple que cela. Pour Même l'instant, si parfois le conflit peut apparaître dans des revendications, dans des oui, invocations, c'est vrai, des mais allégeances. ce sont souvent des revendications a posteriori. Je vous rappelle que les campagnes d'attentats en France n'ont pas toujours coïncidé avec des appels à un jour de colère ou je ne sais quelle autre démonstration de solidarité avec la cause palestinienne ou avec l'islamisme. Pendant que nous avons les yeux rivés, et c'est bien normal, sur le Proche-Orient, il se trouve qu'il y a une autre actualité très importante. On a vu les images ce matin dans le 6-9 de Jean-Baptiste Boursier, une rencontre qui avait lieu il y a quelques instants entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Rencontre qui a lieu en Chine. D'ailleurs, le porte-parole de Vladimir Poutine avait dit lui-même ils vont discuter du conflit israélo-palestinien, entre autres sujets, puisque c'est une très longue rencontre. Quel rôle peuvent jouer ces puissances-là dans l'actualité qu'on est en train d'évoquer ensemble? D'abord, ils sont très forts pour mettre de l'huile sur le feu. Depuis une semaine, les trolls pro-russes diffusent des fausses informations sur ce qui se passe. Et tout ce qui sème la zizanie dans les pays occidentaux, dans la famille occidentale, est bon pour eux. Deuxièmement, c'est aussi bon pour eux parce qu'on parle moins de l'Ukraine et on parle moins de Taïwan. Troisièmement, c'est un peu fort de café quand même quand on voit que M. Xi Jinping et M. Poutine ont résolu, je crois, d'œuvrer en faveur de la justice internationale. C'est malheureusement pain béni, si j'ose dire, pour eux, tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai même vu que M. Poutine, comme d'ailleurs je le prédisais dans cette interview au Point de la semaine dernière, envisage de se poser en médiateur, voire en faiseur de paix. C'est quand même assez extraordinaire de voir cela, mais ça n'a rien de surprenant. D'autant que vous faites un parallèle entre l'Ukraine, que vous avez rappelé, l'Arménie, qu'on a laissé de côté ces derniers jours, mais qui est bien sûr un sujet de préoccupation structurelle, et Israël. Pour vous, il y a un point commun entre ces trois conflits. De quelle nature est-il? En fait, dans le livre que vous m'avez cité tout à l'heure, j'évoque les stratégies des néo-empires, des 4 néo-empires que sont la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie. La Turquie étant un cas un peu à part, puisqu'elle est tout de même un allié de l'OTAN. Mais ces 4 pays étendent leur influence et leur territoire de manière parfois violente sur mer et sur terre. Et c'est parfois, effectivement, d'une manière qui les amène à se confronter, voire à essayer agir de manière extrêmement violente vis-à-vis de peuples qui ont déjà subi des génocides par le passé. Voilà, vous avez la Russie qui elle-même est largement coupable de l'Holodomor, génocide par la famille. Génocide par la famille vis-à-vis des Ukrainiens. Bien sûr, l'Azerbaïdjan, avec derrière la Turquie, on connaît son historique vis-à-vis de l'Arménie. Aujourd'hui, vous avez le Hamas et certains pays, dont l'Iran, qui l'encouragent à tuer les Juifs. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'ai mis la Chine de côté. On pourrait parler du génocide des Ouïghours. Le fait est que ces néo-empires ont des pratiques qui peuvent aller
jusqu'à être de nature génocidaire. Donc la revanche des empires que je décris dans le livre, malheureusement, a des racines historiques extrêmement profondes. Si est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, il y a le parallèle historique qu'on ne voit pas de votre point de vue, les points communs avec 1910 ou 1930 ou 1950, Oui. qui pourraient peut-être nous nourrir aujourd'hui. Alors ma thèse, c'est qu'on est à la fois, nos années 20 sont à la fois les années 1910 avec la compétition des empires, les années 1930 avec la montée des totalitarismes, et les années 1950 avec la naissance de la guerre froide. On est dans quelque chose de nouveau, mais qui a beaucoup de points communs et de parallèles avec le début, avec la première partie du XXIe siècle. Je n'en déduis pas qu'on va vers une guerre mondiale, je ne cherche pas le catastrophisme, je pense qu'il y a encore ce que j'appelle des cordes de rappel dans le système international. Je reste relativement optimiste, mais pas pour le court terme, pour le moyen terme seulement. Malgré tout, nous sommes, dites-vous, dans la guerre des mondes, avec le retour de la géopolitique et le choc des empires. Je rappelle que c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Bruno Tertrais d'avoir été sur ce plateau ce matin.